Marine Le Pen, fin avril, a pris son téléphone, a appelé Gérald Darmanin et lui a dit « Monsieur le ministre, vous êtes en train, permettez-moi de vous dire au nom de l'intérêt national et général, que vous êtes en train de commettre une erreur. Vous allez mettre le feu à la plaine de la Nouvelle-Calédonie. » Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast, aujourd'hui pour aborder un sujet complexe, la Nouvelle-Calédonie. Pour cela, j'ai la joie de recevoir un député français et délégué pour le Rassemblement national des Outre-mer, André Rouget. Bonjour André Rouget. Bonjour à vous et merci de votre invitation et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, pour commencer ce podcast, est-ce que vous pourriez nous décrire l'état actuel de ce territoire, s'il vous plaît ? Écoutez, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France à 16 000 kilomètres. C'est la France dans le Pacifique Sud. Et c'est un territoire qui est l'objet de toutes les convoitises étrangères. Et je rapprocherai le cas de la Nouvelle-Calédonie d'un épisode récent que chacun d'entre nous a pu vivre par l'intermédiaire des médias d'information, le cas du Groenland. Nous abordons ce siècle, ce 21e siècle, avec une nouvelle dimension géostratégique et malheureusement, la France n'est pas au rendez-vous de ces défis. Le président Trump convoite ardemment le territoire du Groenland pour des raisons militaires, prétend-il, face à la Chine et face à la Russie, pour des raisons liées aux voies maritimes, aux nouvelles voies maritimes, et pour des raisons liées aux richesses du sous-sol du Groenland. Eh bien, je dirais que la Nouvelle-Calédonie présente dans le Pacifique Sud à peu près les mêmes caractéristiques et fait l'objet de la convoitise de la Chine. Il suffit de regarder une carte pour bien comprendre quelle est la position de la Nouvelle-Calédonie. Elle est le dernier maillon d'un chapelet d'archipels allant de l'Indonésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu, qui sépare la mer de Chine de la mer de Corail qui vient s'échouer sur les rivages d'Australie. C'est d'une importance stratégique énorme pour la Chine. J'ajoute à cela que pour les voies maritimes, c'est par là que se font le passage des câbles sous-marins. Et j'ajoute que la Nouvelle-Calédonie a en son sein 20 à 25% des réserves mondiales de nickel. Le nickel est cette matière première indispensable à la fabrication de l'acier, mais également à la fabrication des moteurs électriques et des téléphones portables. Alors aujourd'hui, il y a une surproduction de nickel, le cours n'est pas excellent, mais soyez assurés que la Chine a un œil beaucoup plus qu'avide sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Ajoutez à cela que dans nos eaux territoriales, et je rappelle pour vos auditeurs que grâce à nos départements, régions et territoires d'outre-mer, la France est à la tête du deuxième domaine maritime mondial, ce que l'on appelle en langage technocratique la zone économique exclusive, ZEE. Dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie, il y a des fonds marins et sous-marins qui regorgent de nodules polymétalliques
et de terres rares. Alors, les nodules polymétalliques, c'est du cobalt, c'est du zinc, c'est du cuivre, c'est du nickel, autant de métaux qui servent également pour les composants électroniques, voilà. Donc, on voit bien que toutes ces terres rares, tous ces nodules polymétalliques vont être au XXIe siècle ce que le pétrole aura été au siècle précédent, au XXe. Donc, les puissances étrangères sont de plus en plus à la manœuvre en termes d'ingérence dans nos départements et territoires d'outre-mer. On le voit d'ailleurs avec le renouveau de mouvements indépendantistes qui avaient disparu de la circulation depuis la fin des années 70. Et la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à cette règle, puisque l'Azerbaïdjan, par l'intermédiaire du groupe Bakou International, est à la manœuvre partout outre-mer pour nous déstabiliser. Donc voilà. À partir de ces données, on conviendrait qu'un gouvernement digne de ce nom et normalement constitué fasse tout ce qui est en son pouvoir pour mettre des barrières économiques, politiques, institutionnelles, pour éviter que ce territoire, d'une importance, vous l'avez compris, absolument énorme, ne tombe dans l'escarcelle d'une puissance étrangère, en l'occurrence la Chine. Et qu'en est-il ? Eh bien, il en va tout autrement, malheureusement, puisque, je le répète, face à ces nouveaux défis, la France d'Emmanuel Macron, en ce début de siècle, n'est absolument pas au rendez-vous. Et donc, plutôt que de mettre tous les avantages de son côté, les gouvernements d'Emmanuel Macron, par l'intermédiaire de ces différents ministres de l'Outre-mer qui ont eu à suivre le dossier calédonien, en l'occurrence Sébastien Lecornu, puis Gérald Darmanin, puis ensuite Manuel Valls, pour citer les principaux acteurs des 9 ministres de l'Outre-mer qui se sont succédés. Vous voyez, là où dans un pays comme la Russie, on a le même ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans, parce que sur des sujets d'une telle importance géostratégique, il faut avoir une vision longue à court, moyen et long terme. On a des ministres qui se succèdent sans toujours avoir une bonne connaissance du dossier et qui, par conséquent, commettent des erreurs à ne pas commettre. Il y a eu 3 erreurs majeures qui ont été commises par ces différents ministres. La première, il était acté par les accords de Matignon signés par les Calédoniens et le gouvernement de Michel Rocard en 1988, par l'accord de Nouméa signé par ces mêmes acteurs calédoniens et le gouvernement de Lionel Jospin en 1998, qu'il devait y avoir 3 référendums successifs pour que l'on sache si la Calédonie accédait ou non à l'indépendance. Le 3e référendum était programmé en milieu du premier mandat d'Emmanuel Macron. Et lors du Covid, c'est ça ? Et tout ça coïncidait malheureusement avec l'épidémie de la Covid. Et il faut comprendre qu'en Nouvelle-Calédonie, à 16 000 km de Paris, il y a des Français d'origine européenne, bien sûr, qui ont fait souche par l'intermédiaire de leurs ancêtres, souvent d'anciens bagnards qui étaient déportés au bagne de l'île des Pins. Mais il y a des Français qui sont des Calédoniens d'origine,
qui sont des Français d'origine mélanésienne. Et il y a des Français qui sont d'origine wallisienne, de l'archipel de Wallis et Futuna, un peu plus loin, et qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie parce que les possibilités et opportunités que présentent Wallis et Futuna sont assez restreintes, et ils viennent. Donc, ces Français d'origine wallisienne ou Français d'origine mélanésienne ont leur culture, ont leurs traditions, ont leurs coutumes, et ils ont voulu, au moment de cette épidémie de Covid, les faire valoir de façon à pouvoir respecter le deuil de leurs défunts morts du Covid. Ce qui est la moindre des choses. Et Sébastien Lecornu n'a pas accepté cette revendication et il a maintenu la date du référendum. Première erreur. En braquant, bien évidemment, les Français d'origine mélanésienne, parmi lesquels on trouve la majorité des indépendantistes. Deuxième erreur, alors que dans les accords de Matignon et l'accord de Nouméa que j'ai déjà cité, il est précisé que l'État doit respecter une stricte neutralité, Sébastien Lecornu, toujours lui, a fait nommer Sonia Backès, présidente de la province Sud et principale représentante des loyalistes sur place, enfin je dirais plutôt des pseudo-loyalistes, parce que elle a plutôt tendance à ne défendre que des intérêts électoralistes personnels, plutôt que de défendre réellement la tendance loyaliste et les intérêts de la France dans le Pacifique Sud. Donc Sonia Backès a été nommée à un secrétariat d'État, si ce n'est au chou farci, en tout cas, je crois que c'était au sens civique, voilà. C'était bien évidemment un chiffon rouge agité sous le nez des indépendantistes. Ça les a braqués une deuxième fois. Et troisième erreur, Jacques Chirac a commis une erreur majeure à la fin de son deuxième mandat en 2007. Il a fait inscrire un gel du corps électoral. Alors, pour que vous compreniez et pour que vos auditeurs nous comprennent, il y a en Nouvelle-Calédonie 3 corps électoraux différents. Un corps électoral national, qui est le même que pour tout citoyen français, pour nous, qui permet à tous les résidents sur le territoire de Nouvelle-Calédonie de voter aux élections présidentielles et législatives. Il y a un corps électoral pour référendaire qui permet de voter pour les référendums que je viens d'évoquer, qui regroupe tous les résidents sur le territoire calédonien pouvant justifier d'une présence sur leur territoire depuis un certain nombre d'années. Et puis, il y a un corps électoral, celui qui fait polémique, qui permet de voter aux élections locales. C'est celui-là qui est restreint, puisqu'il faut vraiment justifier d'une antériorité de présence sur le territoire de plusieurs années, et encore les enfants et petits-enfants des résidents et pouvant justifier de cette antériorité ne peuvent pas nécessairement voter. Alors, c'est une erreur de Jacques Chirac d'avoir acté ce gel du corps électoral. C'est indéniablement un déni de démocratie sur lequel il faudra revenir, mais éviter de revenir dessus au mauvais moment et pour de mauvaises raisons. Et malheureusement, c'est ce qu'a voulu faire Gérald Darmanin
au mois de mai 2024, en faisant passer une loi organique dégelant le corps électoral à la veille des élections provinciales, qui sont les élections locales. Voilà, donc c'est vraiment apparu comme une manœuvre politicienne, une fois encore, vis-à-vis des indépendantistes. Et pour l'anecdote, nous étions, avec mon équipe de collaborateurs, dans le bureau de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale fin mars 2024. Et lorsque nous avons vu que Gérald Darmanin inscrivait ce texte de loi à l'ordre du jour, pour tous les connaisseurs de la Nouvelle-Calédonie que nous étions dans cette salle, et Marine Le Pen, qui connaît assez bien le territoire de Nouvelle-Calédonie également, nous avons tous réagi de la même façon, en disant, mais c'est un passage en force, c'est mettre le feu dans la plaine de Nouvelle-Calédonie. À telle enseigne que Marine Le Pen, fin avril, a pris son téléphone, a appelé Gérald Darmanin et lui a dit « Monsieur le ministre, vous êtes en train, permettez-moi de vous dire au nom de l'intérêt national et général, que vous êtes en train de commettre une erreur. Vous allez mettre le feu à la plaine de la Nouvelle-Calédonie parce que les indépendantistes vont percevoir l'inscription de ce texte à la veille des élections locales comme un passage en force pour privilégier les loyalistes. Et alors que nous sommes à la veille des Jeux Olympiques, vous n'aurez pas suffisamment d'escadrons de gendarmes mobiles et de CRS pour maintenir l'ordre. Malheureusement, Gérald Darmanin, au lieu de faire preuve de bon sens, a ri au nez de Marine Le Pen. Et malheureusement, tout un chacun connaît la suite. Ça a été les émeutes meurtrières du mois de mai 2024, avec 15 morts, dont 3 gendarmes, et surtout un certain nombre de décès indirects, plus de 100 décès indirects, de gens qui n'ont pas pu être transportés aux urgences des hôpitaux, qui n'ont pas pu recevoir les soins nécessaires, donc plus d'une centaine de morts. Le résultat, quel est-il ? C'est que aux plusieurs milliers de faillites conséquentes à l'épidémie de la Covid, le territoire a été totalement ruiné. Et nous sommes aujourd'hui pas loin de 25 000 départs de gens qui ont quitté le territoire sur une population de 270 000 habitants. Je vous laisse faire le point. C'est quand même près de 10% de la population qui a quitté le territoire parce qu'aujourd'hui, leur territoire, qui est pourtant assis sur un tas d'or, est ruiné. Les commerces ont été incendiés, les TPE, PME sont ruinés, les banques ne prêtent plus, les assurances ont du mal à rembourser les victimes des sinistres, et le gouvernement ne fait absolument rien. Ajoutez à cela que le nickel est en crise, que les 3 sites d'extraction minière, celui de Cognambo au nord, celui de la société Le Nickel qui jouxte Nouméa et le site de Prony également au sud, sont dans une situation des plus défavorables économiquement. Et j'en reviens encore là aux Chinois qui sont en embuscade économique pour investir leurs capitaux dans nos ressources minières de nickel. Donc, le pays est totalement ruiné, et c'est là qu'au mois d'avril dernier, au mois d'avril 2025, je me suis rendu à Nouméa, où j'ai accompagné Marine Le Pen, et nous avons fait les propositions suivantes.
Nous avons dit, écoutez, le territoire est ruiné, les gens sont aujourd'hui dans l'incapacité de manger à leur faim. Il n'est pas rare dans les rues de Nouméa de voir des gens faire les poubelles parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins immédiats, ils n'arrivent même pas à se nourrir. Et j'en veux pour preuve la tribune qu'a signée Manuel Valls il y a 2 ou 3 jours dans Libération, dans laquelle il fait allusion à cette situation de dénuement le plus total. Donc, ce que nous avons proposé au mois d'avril dernier avec Marine Le Pen, lorsque nous nous sommes rendus à Nouméa, c'est de parer à l'urgence et d'asseoir tous les acteurs économiques et politiques de la Nouvelle-Calédonie, indépendamment de leur appartenance politique, indépendamment de leur appartenance communautaire, qu'elle soit d'origine européenne, qu'elle soit d'origine wallisienne, qu'elle soit d'origine mélanésienne, vietnamienne, puisqu'il y a une communauté vietnamienne importante, ou tout autre, et que tout le monde se mette autour de la table pour réfléchir à un projet de reconstruction qui mettra tout le monde d'accord. Parce qu'il en va de l'intérêt général de faire en sorte que le territoire se reconstruise, se développe et puisse rayonner dans la zone sud du Pacifique. Nous avons émis un certain nombre de propositions, des propositions d'ordre immédiat, d'ordre économique. Nous avons demandé au gouvernement de consentir des prêts de garantie de l'État tels que ceux qui ont été faits durant l'épidémie de Covid, les fameux PGE, à hauteur de 25% du chiffre d'affaires des entreprises. Nous avons demandé au gouvernement de maintenir le chômage partiel, quitte à le supprimer en allant décrescendo mois après mois. Et puis, nous avons évoqué un véritable plan de développement économique avec d'abord une solution, des solutions pour le nickel, en évoquant une mutualisation des 3 différents sites d'extraction minière de nickel, qui ne sont pas du tout coordonnés entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie économique globale pour le nickel en Nouvelle-Calédonie. Ces sites d'extraction minier qui sont confrontés à un problème énergétique majeur, puisqu'ils dépendent essentiellement de centrales à charbon et qu'il y a un coût de l'énergie extrêmement important. Nous avons fait la proposition de réfléchir à une micro-centrale nucléaire de ce qu'on appelle les centrales AMR, SMR nouvelle génération. Et à cet effet, j'ai été amené à rencontrer le vice-président de la Banque européenne d'investissement, M. Fayol, qui m'a dit qu'il était prêt à financer une étude pour l'implantation de cette microcentrale. Comme il m'a dit d'ailleurs que la Banque européenne d'investissement était prête à prêter de l'argent au gouvernement local de Nouvelle-Calédonie dès lors que ce prêt est garanti par l'État français. Et je ferme la parenthèse. Donc il faut une mutualisation des 3 sites d'extraction minière, il faut l'implantation d'une microcentrale nucléaire de façon à réduire le coût de l'énergie, et puis il faudrait aussi faire en sorte que les principaux investisseurs dans le nickel évitent de s'expatrier en Indonésie aux côtés d'investisseurs chinois et pour revenir en Calédonie. Voyez-vous, Eramet, qui est une société dans laquelle l'État français est investisseur à hauteur de plus de 30%, donc avec une minorité de blocage,
considère que investir sur un territoire français, c'est plus la priorité, et est parti investir en Indonésie. Donc il y a un moment où un État stratège est en mesure de tordre le bras d'une société dans laquelle il est investisseur pour plus d'un tiers des capitaux, pour lui dire « vous investissez prioritairement sur le territoire français pour développer l'économie française ». Et enfin, il faut savoir que, puisque je suis député au Parlement européen, j'observe ce qui se fait dans les 27 États de l'Union européenne. 80 à 90% du nickel importé dans les 27 États de l'Union est d'origine chinoise ou d'origine de nickel à capitaux chinois. Il se trouve que les choses évoluent à Bruxelles avec l'émergence de gouvernements souverainistes, tels que le gouvernement de M. Orban, tel que le gouvernement de Mme Meloni en Italie, et que nous avons désormais des commissaires hongrois et italiens. Mon correspondant dans la commission dans laquelle je siège est le commissaire italien, par ailleurs vice-président exécutif de la commission, Raphaël Fitto. Il a été ministre des Affaires européennes de Silvio Berlusconi, ministre des régions de Giorgia Meloni, et il est président de la région des Pouilles. Donc, dans la conversation, je lui explique quand même qu'il y a un territoire français qui a le même statut que le Groenland. On en revient au début de notre conversation, qui a exactement le même statut que celui du Groenland, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'Union européenne, mais c'est un territoire européen malgré tout, et qui a 20 à 25% des réserves mondiales de nickel. Il écarquillait des yeux parce que c'est une particularité française, une spécificité française que d'avoir des territoires d'outre-mer. Il n'y a guère que l'Espagne et le Portugal qui, avec les Canaries et les Açores, ont ce que l'on appelle des régions ultra-périphériques. Et donc il écarquillait les yeux, il m'a dit « mais c'est extraordinaire, il faut qu'on en fasse quelque chose ». Il revient vers moi quelques temps plus tard en me disant « écoute, malheureusement, ce n'est pas dans mon domaine de compétence, c'est dans le domaine de compétence de ton compatriote Stéphane Séjourné ». Aussitôt dit, aussitôt fait, je demande un rendez-vous à monsieur Séjourné. Voilà, j'ai demandé un rendez-vous à monsieur Séjourné courant novembre, demande que j'ai réitérée, et nous sommes aujourd'hui le 29 janvier, je n'ai aucune nouvelle. Ça veut dire que monsieur Séjourné, première gâchette chez Emmanuel Macron, qui a été son directeur de campagne, qui a été son ministre des Affaires étrangères, qui a été président du groupe Renew au Parlement européen, qui est aujourd'hui commissaire européen, se contrefiche des intérêts de la France dans le Pacifique Sud. Et j'en reviens à ce que je disais, on a un gouvernement qui n'est pas au rendez-vous des défis du XXIe siècle. Et pour en revenir à la Nouvelle-Calédonie, la réponse qui a été apportée est une réponse qui n'est pas à la hauteur des enjeux, puisque c'est une réponse qui est institutionnelle. Et le débat institutionnel est par nature clivant, puisque ça fait nécessairement l'objet de compromis, et il y a toujours des mécontents de part et d'autre. Et la meilleure illustration, c'est que à la suite de la signature de l'accord de Bougival et de l'accord Élysée-Oudinot qui a été signé la semaine dernière, les deux principaux mécontents sont les indépendantistes et, pour une raison diamétralement opposée, le Rassemblement national.
Alors pourquoi sommes-nous mécontents de cet accord qui est largement poussé par ceux que j'appelle les pseudo-loyalistes locaux, c'est-à-dire les élus de la province sud et le député macroniste Metzdorf à l'Assemblée. Nous en sommes mécontents parce que c'est une porte ouverte vers l'indépendance. Les loyalistes poussent absolument à la signature et à la ratification de cet accord parce qu'ils estiment que cet accord comprenant le dégel du corps électoral leur permettra tout simplement d'être réélus lors des prochaines élections provinciales. Donc, c'est-à-dire que pour des raisons de tambouille politicienne, ils sont prêts à brader les intérêts de la France et de sa représentation dans le Pacifique Sud, c'est-à-dire les intérêts géostratégiques, les intérêts économiques et les intérêts culturels, parce que ça permet à la France de rayonner dans toute cette région du Pacifique Sud. Puis l'accord comprend des clauses qui permettent à la majorité des 3/5 du Congrès de Nouvelle-Calédonie le transfert des compétences régaliennes. Les compétences régaliennes, à savoir la défense, c'est-à-dire les armées, la police, la justice, la monnaie et les affaires étrangères. Une fois que ces compétences auraient été transmises à la Nouvelle-Calédonie, il ne resterait absolument plus rien à la France. Et d'ailleurs, il est précisé dans cet accord de Bougival poursuivi par l'accord Élysée-Oudinot qu'en cas de transfert définitif des compétences régaliennes, il n'y aura plus qu'à acter la séparation de la France et de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui engendrerait la mainmise de la Chine sur ce territoire. La Chine s'emparera économiquement du territoire dans un délai extrêmement bref. Et surtout, donc, la Nouvelle-Calédonie sera indépendante et nous n'aurons plus aucune présence dans la zone, si ce n'est l'archipel de Wallis et Futuna et ceux de la Polynésie française. Donc c'est extrêmement grave. C'est donc pour ça que... Alors, je vous en prie. C'est donc pour ça que dans un de vos communiqués de presse, vous avez justement évoqué le fait que le président français bradait le territoire. Absolument. Et c'est donc en fait par un souci de lâcheté institutionnelle, de simplicité. C'est la solution de facilité. C'est la solution de facilité parce que le gouvernement va à l'essentiel. Vous savez, il y a une volonté un peu générale de vouloir brader tous nos départements, régions, territoires d'outre-mer par facilité et lâcheté, parce qu'ils ne savent plus comment les gérer et qui n'ont aucune vision à court, moyen ou long terme. Vision que nous avons, nous, au Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et ils préfèrent, par solution de facilité, dire « Ah bah écoutez, on va vous donner l'autonomie. Pendant qu'on parle de débat institutionnel, on ne parle plus de l'essentiel, on ne parle plus du coût de la vie, on ne parle plus d'un chômage galopant, on ne parle plus de l'insécurité, on ne parle plus de l'immigration, hein, parce que là, pour l'instant, nous parlons de la Nouvelle-Calédonie, mais on pourrait tout autant parler de Mayotte, des Antilles ou de la Guyane, qui relèvent autant de richesses en leur sein et que le gouvernement laisse mourir à petit feu. Donc, je ferme cette parenthèse. Et donc, pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement maintient ces clauses
sur le transfert de compétences régaliennes. Et alors, on nous objecte que ça se fait à la majorité des 3/5 du Congrès et que c'est quasiment impossible. Ce à quoi je réponds, si c'est impossible, ça veut dire que c'est un leurre institutionnel, que c'est prendre les Calédoniens pour des idiots que de faire figurer dans un accord qui doit être ratifié par le Congrès national à Versailles, quelque chose que l'on considère comme étant impossible. Et pour terminer, j'ajoute qu'il n'y a aucune forteresse imprenable. Avec un raisonnement de la sorte, la ligne Maginot devait empêcher les panzers de Guderian d'envahir le territoire français en juin 40. Voilà. Donc, notre volonté au Rassemblement national, c'est qu'il y ait 0 trou dans la raquette permettant d'accéder à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et surtout, j'en reviens à mon propos précédent, qui est de dire que le débat institutionnel n'est pas la priorité du moment. La priorité, elle est de faire en sorte que tous les Calédoniens, absolument tous les Calédoniens, puissent remplir leur caddie, leur frigo, puissent reconstruire leur magasin, leur entreprise, retrouver un semblant de vie normale, que les tensions qui subsistent encore au moment où nous parlons retombent, que la Calédonie puisse reprendre son souffle, que la Calédonie puisse se pacifier, renouer le dialogue autour d'un projet de rassemblement, en l'occurrence un projet économique, et évite de se déchirer autour d'un débat institutionnel.